Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour cette belle introduction musicale. Nous sommes ici dans le cadre du mois décolonial sur la thématique de cette conférence sur l'écologie décoloniale. Donc c'était aussi pour vous rappeler que pour ce festival, il y a aussi cette conférence est à prix libre. Donc si vous voulez donner quelque chose, c'est juste à la sortie. Il y a aussi une bibliothèque qui est préparée par les soins d'Antigone juste à droite de la salle. Donc voilà, nous sommes heureux et heureuses d'accueillir parmi nous Malcolm Ferdinand et Mélissa Manglou sur cette conférence. Donc pour présenter brièvement Malcolm Ferdinand, qui est membre du CNRS, qui a travaillé sur les enjeux écologiques par la vision décoloniale. Il s'intéresse tout particulièrement sur différentes conséquences de l'usage de pesticides du chlordécone dans les Antilles, sur les conséquences sanitaires, politiques et environnementales. Ensuite, on a aussi Mélissa Manglou, qui est doctorante en écologie politique, qui a réalisé sa thèse sur l'usage et les déchets de la circulation du plastique sur l'île de la Réunion. Voilà, ils vont nous présenter du coup sur la thématique de l'écologie décoloniale, en essayant justement de redonner voix à toutes les luttes qui ont été longtemps invisibilisées sur le territoire d'outre-mer. On peut penser à différentes oppositions au projet Montagne d'Or en Guyane, mais aussi la gestion des déchets sur l'île de la Réunion, l'usage du chlordécone dans les Antilles et la lutte et la quête de justice par les Polynésiens sur les conséquences des essais nucléaires. Donc voilà, cette conférence va être l'occasion d'aborder ces thématiques-là et de se rappeler de ces territoires qui ont été longtemps marginalisés, des différentes conséquences environnementales, sanitaires, mais aussi des vulnérabilités liées aux ressources et aux infrastructures. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis David Menda Kitoko, je suis président de l'association qui s'appelle Génération Linéaire à Lyon et dans la région des Grands Lacs. On travaille sur des questions d'extraction des minerais, notamment en République démocratique du Congo, et on essaye en tout cas aussi de parler des enjeux, de mettre un lien entre les téléphones portables et tous les produits électroniques et les questions environnementales et coloniales qui sont parfois oubliées. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir d'être animateur de cette conférence. Voilà, et donc le titre de la conférence c'est Écologie décoloniale vue des Outre-mer. On rentre tout de suite dans le sujet. Pourquoi penser à l'écologie à partir des Outre-mer et permet de mieux saisir les problématiques environnementales dans leur globalité. Donc je pose cette question à vous deux et je laisserai je vous laisserai partager. Donc voilà, ce projet de revue, en fait, c'est un projet de notre association que Malcolm va présenter tout à l'heure, qui s'appelle l'Observatoire Terre-Monde. Et donc pourquoi partir des Outre-mer ? En fait, on est parti, à la fois pour l'association et pour la revue, on est parti d'un constat qui est celui de la marginalisation des territoires dits d'outre-mer dans les manières de faire de l'écologie aujourd'hui et de faire sens de ce que c'est que l'écologie aujourd'hui en France, et notamment de l'écologie politique. Et pour nous, cette marginalisation, elle est étonnante pour plusieurs raisons qu'on discute un peu dans l'introduction du numéro. Déjà parce que les Outre-mer, c'est 97% de l'espace maritime français, donc c'est pas rien.
c'est 10% des récifs planétaires, des récifs coralliens planétaires. Et selon les divers instituts, les chiffres sont peut-être critiquables, mais en tout cas on estime que c'est 97% des espèces endémiques françaises, dites françaises, et 80% de la biodiversité française. Bon, c'est des chiffres qui sont issus d'études qu'on peut discuter, mais en tout cas on part un peu déjà de ce constat qu'il y a beaucoup de la biodiversité dite française qui se trouve en Outre-mer, et on en parle peu autrement que comme sujet scientifique. Et la deuxième raison pour laquelle cette marginalisation, elle nous étonnait et elle nous indignait, c'est que pour nous, ce qui est apparu au cours de l'histoire environnementale des territoires colonisés, anciennement colonisés, c'est que l'invention de ce qu'on considère aujourd'hui de l'écologie aujourd'hui, elle a beaucoup à voir avec l'histoire coloniale, et que les territoires dits d'outre-mer, ils ont longtemps été utilisés comme laboratoire des politiques environnementales, et j'utilise le terme de laboratoire un peu en référence. Voilà, que ce sont des territoires et des peuples qui ont été utilisés comme laboratoire, comme rats de laboratoire pour les premières politiques de parcs, de conservation, etc. Moi aujourd'hui, quand j'entends, je suis réunionnaise, je travaille sur la Réunion, quand j'entends des politiques publiques qui veulent faire des îles des laboratoires de développement durable, tout de suite, ça met les choses un peu dans une autre perspective. Et ça nous appelle à interroger les relations à partir de l'histoire et de cet héritage-là, entre les manières de faire de l'écologie et le racisme dans ces politiques. Et une autre raison pour laquelle il me semble que les Outre-mer sont malheureusement marginalisés, c'est que nous, on se rend compte, on travaille là-dessus, et on se rend compte qu'il y a des personnes qui créent du savoir sur l'écologie et les Outre-mer. Il y a des personnes qui se battent pour des causes écologiques sur ces territoires. Simplement, il y a un problème de lien c'est des choses qui ne sont pas portées à connaissance, notamment en France hexagonale. Et donc, l'idée avec l'association, c'était de faire un peu un pont et puis de se rencontrer aussi. Et voilà, je ne sais pas si tu veux prendre un peu la parole. Mais... Oui, alors pour compléter et ajouter d'autres éléments à la question de David, en fait, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de la marginalisation des Outre-mer dans l'imaginaire politique français, c'est-à-dire quand on pense à ce qu'est la France, on a souvent tous une image géographique et on voit l'Hexagone, à la limite on ajoute la Corse, et ça s'arrête là. Et comme a rappelé Mélissa, en fait, si on veut penser l'inscription planétaire de la France, on doit regarder ce qui se passe dans 3 océans, océan Indien, océan Atlantique, océan Pacifique. Et ça veut dire que souvent on va penser la planète depuis l'Hexagone, mais on va oublier que l'Hexagone, en fait, est déjà en lien avec ces différents territoires. Et d'ailleurs, on emploie dans notre observatoire le terme outre-mer avec des pincettes, parce que c'est un terme qui pose problème. Mais il fait clairement référence au reste des empires coloniaux, de l'empire colonial français. Et cette marginalisation des Outre-mer, qu'on retrouve dans les questions écologiques, est le fait aussi d'une marginalisation de l'histoire coloniale et esclavagiste de la France. Et donc, moi, je constate ces choses-là aussi depuis mon expérience personnelle. Voilà, je suis martiniquais, je travaille aussi sur la Martinique et la Guadeloupe, mais bon, j'ai grandi là-bas aussi. Et dans mon parcours militant, universitaire, et quand je rencontre des personnes qui travaillent les enjeux écologiques en France, souvent, ces territoires-là sont peu abordés. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas si vous avez vu la manifestation de cet après-midi, qui était superbe, mais quand même, on voit encore que dans les milieux militants écolos, dans les classes, dans les conférences écolos, on reste dans des espaces beaucoup moins diversifiés que ce qui se passe en France. Et du coup, après, donc voilà pourquoi on voulait proposer ce travail-là. Mais donc ce numéro est une première étape. Mais en fait, on a d'abord créé cette association il y a presque 2 ans. Donc j'avais publié ce bouquin, peut-être vous avez entendu parler, une écologie décoloniale,
Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'autres, qui travaillaient ces enjeux de ces perspectives proches ou plus ou moins, voilà, mais en tout cas travaillaient ces enjeux et qu'on avait besoin de se fédérer autour de se rencontrer, comme disait Mélissa. Donc on a créé cette association qui se veut un autre point source de discours écologiste. C'est-à-dire que l'idée n'est pas uniquement de dire bon, Greenpeace, bon, etc., Alternatiba et autres, en fait, vous devez parler aussi des Outre-mer. Non, en fait, nous avons notre propre voix, nous avons nos propres cerveaux, nous pouvons travailler, nous avons des chercheurs de qualité, en fait, nous avons des militants qui se battent aussi, et nous pouvons porter un discours. Et donc on a créé cette association avec différents enjeux, comme vous voyez à l'écran, un enjeu d'une part recherche, de soutenir la recherche, notamment de la recherche par rapport aux étudiants ultramarins, mais se faire rencontrer avec un séminaire, un objectif de documentation, d'éducation. Bien sûr, ça va ensemble. Un objectif de veille avec, donc il y a aussi Tristan qui est là, qui fait partie de l'Observatoire, qui anime sur notre site une veille politique et scientifique de ce qui se passe en fait. Savoir ce qui se passe, la circulation d'informations est capitale pour notre travail. Et puis un objectif de plaidoyer. L'idée n'est pas juste de faire de la recherche et dire regardez ce qu'il y a, et surtout pas d'adopter cette vision encore coloniale qui serait regardez ce que la France a comme biodiversité, etc. Non, en fait, nous parlons, hein, nous avons nos voix, nous pensons, et nous habitons la Terre aussi. Hein. Et donc, du coup, à travers cet observatoire, et notre séminaire et nos activités, on a fait une première contribution pour pointer cela, pour pointer le fait qu'il y a une différence et il y a une nécessité de prendre en compte à la fois les Outre-mer, mais aussi cette histoire coloniale et postcoloniale depuis la France. Effectivement, donc le concept d'anthropocène, j'imagine que tout le monde en a un peu entendu parler, c'est pas mal médiatisé maintenant, l'idée que nous sommes toutes et tous responsables des changements globaux, etc. Et effectivement, dans le numéro, on penche plus avec l'utilisation du plantationnocène, qui est une référence qui est apparue un peu plus tard, qui est arrivée en 2014 avec Anat Singh, Donna Haraway, etc., qui est une notion polémique, faite justement pour montrer un peu les angles morts de la notion d'anthropocène, et notamment sur la question de la responsabilité en fait, que cette notion elle met en jeu. Des responsabilités, l'anthropocène très souvent un peu de manière mainstream, elle va thématiser la responsabilisation de l'individu dans nos petits gestes quotidiens, l'écologie des petits gestes, recycler, etc. Et donc l'idée avec le plantationnocène, en fait, ça décentre et ça montre la responsabilité historique des pays occidentaux, de l'entreprise coloniale, etc. Et aussi aujourd'hui, ça appelle à avoir cet héritage dans la manière dont les économies fonctionnent aujourd'hui. Donc dans les Outre-mer, quand on parle de plantation, c'est quelque chose qui structure assez notre numéro, que ce soit par exemple les bananeraies aux Antilles, que ce soit la canne à sucre à La Réunion, mais aussi d'autres choses qu'on peut aussi penser comme des plantations, comme les mines en Nouvelle-Calédonie, les mines d'or en Guyane, etc. C'est des modes d'économie, de développement qui ont une histoire coloniale et qui continuent aujourd'hui et qu'il faut pouvoir penser avec des outils parce qu'elles structurent la manière dont on fait monde. Et donc c'est pour ça, nous, qu'on reprend cette image du plantationnocène. Et en fait, alors donc là vous avez une carte qui est faite aussi par une membre de l'Observatoire, qui, vous l'avez remarqué, non, elle n'est pas à l'envers, c'est juste, elle renverse une perspective, la projection de Mercator. Et la manière dont on produit des connaissances dans notre société, elle reste, à mon sens, encore imprégnée d'une certaine colonialité. Souvent, on a cette carte inversée avec, on a l'impression que le nord est au nord, on a l'impression que l'ouest est à l'ouest. En fait, non, le nord est au centre. Et c'est une façon de concevoir la Terre, une façon de concevoir le monde. Et nous, à l'Observatoire, on veut renverser cela. Donc c'était le geste peu symbolique qu'on a voulu faire avec cette carte. Mais peut-être, on n'a pas pensé, mais peut-être on aurait dû... Bon, on va le faire après pour présenter un peu le nom des territoires, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas les... Bon, on va le faire après. Mais en tout cas, sur le plantationnocène, l'anthropocène,
par rapport à ce que vient de dire David. En tout cas, pour moi, l'idée n'est pas tant de remplacer le terme anthropocène, mais que de rendre visibles les autres façons de concevoir cette nouvelle ère géologique dans laquelle nous serions. Le problème avec l'anthropocène, pour moi, c'est pas qu'il soit anthropocène, le problème c'est qu'il n'y a que l'anthropocène et que c'est le nom qu'on met dans toutes les écoles européennes, dans tous les programmes de toutes les conférences, en fait c'est l'anthropocène. Et ce mot anthropos, c'est radical. Anthropos peut parfois, en associant l'homme, on ne sait pas quel homme il s'agit, enfin, à cette ère géologique, on peut peut-être masquer les inégalités qu'il y a entre celles et ceux qui contribuent le plus aux destructions environnementales et celles et ceux qui vont en subir le plus les conséquences. Et nous proposons ce terme dans Plantation Océane, enfin en tout cas on le met en avant quand il s'agit de penser les outre-mer, enfin l'écologie ultramarine, avec deux autres propositions que nous faisons dans notre introduction. Donc la première c'est Plantation Océane. La deuxième c'est que penser l'écologie depuis les outre-mer implique aussi de penser l'écologie face à cette question de non-souveraineté. Les outre-mer sont des territoires non souverains comme d'autres territoires, par exemple Porto Rico pour les États-Unis, le Groenland et bien d'autres. Et que cela, et d'ailleurs cette non-souveraineté se confronte aussi à la question des frontières. Il faut aller voir ce qui se passe à la frontière Guyane-Brésil, Mayotte-Comores, pour voir parfois la violence qui s'y joue. Cette ligne où on va décider de qui est humain, qui n'est pas humain, où on va déshumaniser les gens tout simplement parce qu'ils n'ont pas le bon papier. Voilà. Et du coup, on ne peut pas faire fi de cette violence, on ne peut pas faire fi de ces inégalités dès lors qu'on pense l'écologie depuis les Outre-mer. Et troisième point plutôt, c'est la question de la vulnérabilité. Donc on en parlait à la manifestation, mais par exemple, voilà, la Réunion vient de passer trois cyclones, il me semble. Ces territoires sont situés beaucoup dans les zones, dans les latitudes tropicales, et du coup vont être exposés à beaucoup de conséquences du réchauffement climatique. Entre autres, le fait que les aléas climatiques tels que les cyclones vont être plus intenses, pas forcément plus fréquents, mais plus intenses. L'élévation du niveau de la mer, forcément, quand on habite les petites îles, ça a des impacts très vite visibles. Et en plus de cette vulnérabilité en termes d'exposition, il y a une vulnérabilité en termes de conditions sociales et politiques. C'est-à-dire, tous les indicateurs sociaux que vous avez en hexagone, il faut les multiplier par 2 ou par 3 quand vous pensez aux Outre-mer. Taux de chômage. L'accès aux soins. Vous avez entendu parler de cette polémique entre Notre-Dame qui brûle et en fait le CHU de Guadeloupe à Pointe-à-Pitre qui brûle mais qui est toujours pas, qui est toujours pas fonctionnel. En termes d'inégalité, en termes d'infrastructure. Donc en fait, non seulement on est plus exposé, mais en plus on a moins de ressources, en tout cas on a une difficulté à pouvoir faire face à ces effets. Donc ce sont les 3 points, plantation océane, non-souveraineté et vulnérabilité, qu'on essaie de mettre en avant dès lors qu'il s'agit de penser ces écologies depuis les Outre-mer. Pardon, peut-être juste pour boucler un peu, par rapport à la mobilisation du Plantation Océane aussi, c'est que c'est pas forcément une notion, comme tu dis, c'est pas une notion qui vient remplacer, et on en discutait avec Tristan qui fait partie du numéro, que c'est des notions, il y en a plein qui ont fleuri ces dernières années, Plantation Océane, selon les domaines d'études, Capital Océane, etc. Et puis chacun prend un peu son parti, mais je trouve que le caractère Tristan, c'est l'idée de Tristan que ce caractère volontairement polémique de ces notions, en fait, il a un caractère stratégique qu'on essaie d'exploiter, de rendre visible, et puis d'insister en fait sur pour reboucler sur ton bouquin, le fait que cette idée qu'on est tous sur le même bateau, c'est pas vrai, et de le réaffirmer, de faire coexister ces discours en même temps, tout en reconnaissant la portée, le fait que l'anthropocène ça a généré une forme de montée en généralité qu'on ne peut pas nier, etc. Mais voilà, c'est quelque chose d'un peu stratégique, politique, en tout cas pour nous. Au final, c'est le préfet qui décide, malgré les luttes qui peuvent se passer sur la question des déchets. Tu parles des incinérateurs à La Réunion, comme plantation des incinérateurs. Et à la fin, c'est les préfets qui décident. Je pense que c'est un exemple
illustre bien cette question de non-souveraineté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est vrai que c'est assez frappant dans le cas de la Réunion, ce rôle du préfet, mais c'est dans toutes les Outre-mer, c'est la même chose. Je pense à l'article sur la Guyane, où en fait, sur l'entretien sur la Guyane, où les collectifs s'étaient formés parce que, en partie, donc ils n'étaient pas d'accord avec les projets Montagne d'Or, etc., mais aussi pas d'accord avec le fait que cette décision, elle soit prise par un ministère qui n'habite pas en Guyane, et donc c'est cette idée de la représentation, de qui décide ce qui va se passer sur le territoire. Évidemment, elle est fondamentale, et c'est sûr que dans les territoires dits d'outre-mer, cette question de l'éloignement, le fait que les centres de décision soient éloignés, et en même temps ces questions des élites locales, etc., c'est des choses qui reviennent sans arrêt, notamment pour les questions de gouvernance environnementale, et c'est pour ça aussi, ça complexifie aussi cette notion de responsabilité, cette idée de tous responsables. Des fois, on n'a juste pas les moyens d'agir. En fait, même quand il y a des luttes, etc., les difficultés à avoir de la force de traction, elle est très forte, quoi. Pour aller dans le sens de Mélissa, la non-souveraineté, ça veut dire qu'on n'est pas souverain, en fait, chez soi, tout simplement. Alors, tout à l'heure, on va parler de quelques exemples du numéro, dont on est très content tout à l'heure, mais un exemple très frappant, c'est les essais nucléaires en Polynésie, donc 193 essais nucléaires, qui ont été littéralement imposés au peuple polynésien. Et c'est-à-dire imposés par le général de Gaulle. Et en fait, ça veut dire que vous n'avez pas la capacité de décider ce qui se passe sur votre territoire, tout simplement. Et en plus du fait de cet héritage colonial, il y a beaucoup de chantage. Si vous êtes indépendant ou si vous êtes souverain, alors vous allez être dans la misère. Donc aux Antilles, on prend souvent l'exemple d'Haïti, et c'est un exemple très intéressant. On prend souvent l'exemple d'Haïti pour dire regardez, vous allez être comme Haïti. Et oui, parce qu'Haïti, en 1804, ils ont fait peur à tout le monde. Ils ont fait peur à tout le monde, à toute les nations européennes. Parce que tout d'un coup, il y a la première nation, la première république noire qui dit non, nous ne souhaitons plus l'esclavage, plus la colonisation. Et puis, il pourrait y avoir aussi cette idée, mais en fait, si vous étiez indépendant, alors vous seriez moins écolo. Parce que maintenant, comme vous êtes dans la France, là, on peut avoir plus de politique écologiste. En fait, quand on regarde les ravages qui ont été causés à la fois en termes d'extraction minière, Nouvelle-Calédonie, Guyane, essais nucléaires, pesticides aux Antilles et à La Réunion, en fait, on voit que l'insertion ou l'assimilation au sein de la République n'est pas la garantie de politique écologique viable. Donc, Et puis, cette question de la non-souveraineté, elle se pose aussi de manière très concrète pour des territoires qui discutent de leur intégration à la France. En Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez, avec cette question des référendums, il y a tous les partis indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, mais en Polynésie, les luttes pour l'indépendance, etc. C'est une question qui se pose encore dans des territoires d'outre-mer, beaucoup moins dans certains, les plus anciennes colonies, notamment à La Réunion, où c'est très minoritaire. Mais ce sont des questions politiques très actuelles et qui se mêlent qui se mêlent aux questions environnementales aujourd'hui, avec le droit d'exploiter le nickel pour les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et puis, c'est pas juste, c'est pas une abstraction. Alors, effectivement, c'est un numéro d'une revue historique, la revue Écologie et Politique, qui existe depuis je crois, au moins 30 ans. C'est le numéro 63, à raison de 2 numéros par an, voilà, vous faites le calcul. Et je crois que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'il y a un numéro d'une revue spécialisée sur l'écologie qui est consacré entièrement aux Outre-mer. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on essaie de dire, de vouloir faire, c'est-à-dire de montrer une autre manière de penser les questions écologiques. Donc c'est un exemple à travers ce numéro. Et on l'a composé avec Mélissa d'une manière à avoir un mélange de thèmes, des grands combats ou des grandes luttes qu'on trouve dans ces territoires-là, avec un mélange d'acteurs aussi. Donc il y a des articles qui sont écrits par des chercheurs, des universitaires, et puis il y a des entretiens qui sont menés avec des acteurs soit associatifs, soit politiques et militants, pour précisément rendre visible cette pluralité de voix. Donc il y a 6 articles, 3 entretiens, on ne va pas tous les lire,
Mais afin de vous donner quand même un petit aperçu de ce qu'il y a dedans et ce que vous pouvez trouver, on va rentrer dans le détail. Mais peut-être juste avant, un petit point de contexte. Il faut savoir que les Outre-mer, donc c'est 13 territoires, 12 selon si on compte territoire habité ou pas, avec 3 régimes constitutionnels un peu différents. Il y a ce qu'on appelle les DROM, les départements régions d'outre-mer, qui ont exactement les mêmes lois que ce qui se passe dans l'Hexagone. Et là, il faut compter, peut-être si tu remets la carte juste de secondes, il faut compter Guyane, Réunion, Guadeloupe, Martinique et Mayotte, plus récemment. Il y a les COM, donc collectivités d'outre-mer, ces territoires répondent au principe de spécialité législative, c'est-à-dire que la majorité des lois s'appliquent, mais certaines lois peuvent avoir des modifications. Et là, on prend en compte du coup Saint-Martin dans la Caraïbe, quoi d'autre, la Polynésie. Et puis la Nouvelle-Calédonie, elle, la Constitution est faite de plusieurs titres, a un titre à part entière, et parce que notamment elle était engagée dans un processus d'indépendance et de décolonisation, que l'État en fait a complètement foiré en décembre. Bon bref, ça c'est notre question. Et voilà, pour vous donner un peu voilà, quelques contextes de quoi on parle. Ouais. Donc il y a un article que j'ai écrit sur en fait à La Réunion. Donc moi je travaille plutôt sur les plastiques, les circulations de plastique à La Réunion, mais j'avais voulu faire un article sur l'incinération parce que ce qui s'est passé pendant les 3 années de ma thèse, c'est qu'il y a 2 projets d'incinérateurs qui se sont concrétisés d'une manière assez étrangement assez rapide. Parce que l'incinération, ça fait depuis les années 70-80 qu'on en parle à La Réunion, c'est un vieux serpent de mer, c'est jamais vraiment passé, ça a été très impopulaire. Et là, tout à coup, 2 incinérateurs, on n'appelle pas ça des incinérateurs, on appelle ça des unités de valorisation énergétique. Et donc voilà, je me suis un peu demandé comment ça se fait que ça sort à ce moment-là, comme ça, et puis sur ce territoire-là, comment ça se fait aussi que c'était très peu politique cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de contestations. Donc comment est-ce que ça s'est passé, etc. Et donc je me suis un peu posé ces questions-là. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, en fait, le passage en force de l'incinération, il est lié à une problématique de saturation de l'espace. Bon, d'habitude, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est saturé, mais à La Réunion, il y a vraiment un vrai problème de foncier. Donc il y a une réalité qui est le fait qu'on a construit une économie d'import, de masse, de consommation de masse, et donc ça fait des déchets, et donc on ne peut pas tout exporter, même si c'est le 2e export de l'île, les déchets. Et donc on ne sait plus quoi en faire, les 2 centres d'enfouissement sont saturés, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix que d'incinérer. Et donc je me suis intéressée à ça, et je me suis rendu compte, notamment à travers un travail d'archives, que c'était pas tout à fait vrai. Cette thématique de l'urgence, elle a été très instrumentalisée, comme souvent, parce que l'incinération, c'est dans les petits papiers depuis le début de la formalisation de la gestion dite moderne des déchets, donc depuis les années... ça commence à partir des années 60. Et pourquoi on veut faire l'incinération? Parce que c'est français, parce que c'est moderne. Donc voilà, il y a tout cet héritage-là. En fait, voilà, tous les plans de gestion sont construits pour répondre aux besoins des incinérateurs avant même qu'ils soient construits. Donc toutes les circulations sont organisées pour, les catégorisations de déchets sont pensées pour ça. Donc il y a vraiment quelque chose de volontariste qui pour moi, que j'ai trouvé pas anodin. Et une deuxième partie de l'article où j'essaie de rattacher en fait la production de déchets au modèle de développement en fait qui s'est installé après ce qu'on appelle la départementalisation de l'île, et à voir ce qu'on peut gagner en fait à relier les deux qui sont inséparables. Et voilà un deuxième article donc celui-là c'est sur la Nouvelle-Calédonie, et en fait Christine Desmers, qui est anthropologue, qui travaille donc sur les Kanaks et sur la question du nickel. Elle étudie 2 écologies politiques qui sont associées au peuple kanak. Donc d'une part, la volonté d'avoir la maîtrise de l'exploitation du nickel, qui a vraiment fondé
dans ce qu'on appelle le nationalisme minier, qui est une des revendications des partis kanaks, et d'autre part l'émergence récemment de la notion d'autochtonie et la défense de l'environnement par rapport à un projet d'usine dans le sud. Et donc elle revient sur ces mobilisations en les lisant au prisme des luttes pour la souveraineté. Donc en essayant de comprendre pourquoi est-ce que ça coexiste, voilà, avec une réflexion sur l'autochtonie. Une fois qu'on est indépendant, quand on aspire à l'indépendance, quel modèle de développement en fait on va adopter? Est-ce qu'on veut reproduire le modèle imposé par le colon, ou est-ce qu'on veut changer? Je te regarde parce que je sais que tu en connais beaucoup sur le sujet. Peut-être que tu pourras parler tout à l'heure. Donc parmi les articles qu'on nous a proposés et les thèmes, il y a un article que du coup j'ai coécrit avec Erwan Molinier, qui est un doctorant en sociologie sur l'exposition des travailleurs de la canne à sucre aux pesticides. Donc moi je travaille précisément sur le chlordécone aux Antilles, et on a fait un article ensemble où on essayait de faire non pas juste un travail comparatif, mais de faire l'état des lieux de ce qu'on sait sur les pesticides, l'exposition aux pesticides, la présence de pesticides dans tous les Outre-mer. Donc on fait un travail très de collecte de données, et ce qu'on constate, tout le monde parle, ou en tout cas la question du chlordécone, même ça a été présenté par Candice au début, on la connaît un peu, elle a pris une visibilité, on dit pesticides outre-mer, chlordécone. Et en effet, c'est un scandale important, avec une contamination durable sur la majeure partie de la population qui est aujourd'hui estimée contaminée en Martinique, en Guadeloupe. Par contre, l'envers de la chose, c'est qu'on a oublié tous les autres sujets concernant les pesticides dans les Outre-mer. En fait, il n'y a pas que le chlordécone. Le chlordécone est un peu l'arbre qui cache la forêt. Jusqu'en 2015, par exemple, dans les bananeraies, il y avait, on estime, une quinzaine de substances potentiellement cancérigènes. Et ce qu'on s'est rendu compte, ce qu'on a réalisé aussi, c'est que du fait de la médiatisation du chlordécone, on a développé des études qui permettent de savoir quel est le taux de pesticides, le taux de chlordécone dans les cours d'eau, dans les sols, dans les corps humains. Mais on constate une inégalité de production de connaissances. Une inégalité de production de connaissances sur les pesticides dans les autres Outre-mer. Ça c'est un premier point. Et bien sûr, si on ne cherche pas, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Si on ne peut pas savoir ce qu'il y a, on ne peut pas militer, demander ou exiger d'autres choses. Donc on voit une forme d'inégalité. Certains peuvent associer ça à ce qu'on appelle la production d'ignorance, on y reviendra plus tard, mais en fait c'est le fait que si on n'a pas ces recherches, si on n'a pas ces données, on ne peut pas militer, on ne peut pas changer, on ne peut pas... Le deuxième point qu'on a vu, c'est qu'il y avait aussi une inégalité en termes de normes. Donc là, j'avais fait le point entre DROM, COM, alors que même si, qu'on soit DROM, qu'on soit COM, on reste citoyen français. Et la charte de l'environnement 2004-2005, qui notamment prévoit le droit de tout chacun de vivre dans un environnement sain, elle est applicable partout, que l'on soit dans un DROM, que l'on soit dans un COM, parce qu'on est citoyen français, et parce qu'aussi on a la citoyenneté européenne. Mais pourtant, certains pesticides qui vont être interdits dans l'Union européenne et donc du coup interdits en France hexagonale vont être utilisés dans certains pays, notamment en Polynésie. Il y a le cas du malatu en Guyane, etc., etc. Bon. Troisième point, on constate aussi, donc, bien sûr, une surexposition de certains territoires par rapport aux pesticides. L'autre exemple que l'on prend, c'est l'exemple de l'épandage aérien, qui aujourd'hui est interdit, sauf quelques dérogations. Et pour estimer l'épandage aérien, pour quantifier l'intensité de l'épandage aérien, on a recours à une distance fictive, enfin à une superficie fictive qu'on appelle l'hectare équivalent. L'hectare équivalent, c'est quoi? Si vous avez un champ de 1 hectare et que une année, vous passez 2 fois sur ce champ, la surface équivalente, c'est 2 hectares équivalents. Et pour avoir une idée de l'intensité sur le territoire, vous prenez cette surface équivalente et vous la rapportez à la surface totale du territoire, du département, de la région. Vous obtenez un pourcentage. Et le pourcentage le plus élevé en hexagone, je crois que c'est Champagne-Ardenne, c'était 0,1%. Donc voilà, entre le nombre d'hectares épandus et la surface totale du territoire, ça va. Si on fait ce rapport aux Antilles, on était à 25%.
Si on le faisait à l'époque en Martinique, on était à 40%. Donc l'équivalent de 40% du territoire était épandu par donc là, on fait face à cette surexposition au danger, et sachant que ce sont des îles densément peuplées. Hein. On n'est pas dans des grands espaces de grands champs. Non, il y a un champ de bananes ici, il y a une école là-bas, il y a des immeubles là-bas, il y a un marché ici, donc c'est pas la même chose. Et autre chose auquel on pense peu quand on pense aux pesticides, c'est la question de l'exposition aiguë. Là, on parlait d'exposition chronique, c'est-à-dire des petites doses, mais quotidiennes, ingérées dans les cheveux, etc., etc. Mais les pesticides, dans le monde, constituent un des moyens les plus fréquents pour se suicider. Oui. Il y a des associations qui s'appellent Stop Pesticide Suicide, notamment en Inde, notamment en Chine, mais aussi en Guyane. En Guyane, particulièrement chez les peuples bushinangais. Et en fait, ce sont des produits qui sont tellement, notamment avec le paraquat, en fait, le paraquat qui est interdit depuis 2007, mais qui encore rentre dans le territoire avec le Brésil, avec le Suriname qui l'autorise, et du coup les populations qui sont à la frontière vont l'utiliser parfois pour se suicider. Et le problème avec ce type de produit, c'est que ce sont des produits qui ne pardonnent pas. Il y a des enquêtes qui ont été menées qui disent que souvent, les personnes qui ingèrent ces produits y ont pensé une demi-heure avant. Donc c'était pas quelque chose de réfléchi, mais prémédité très très longtemps. Mais comme ça ne pardonne pas, souvent ils y passent. Et 9 personnes sur 10 qui survivent à l'ingestion de produits toxiques ne recommencent pas. Donc ça veut dire que la seule présence du pesticide, de ce produit à la maison en tant que tel, c'est pas comme une arme à feu, mais c'est tout comme. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui va être un élément ravageur en fait, de communauté, en plus des dégâts faits aux écosystèmes et des dégâts faits au niveau chronique. Et notre appel à la fin de l'article, c'est bien sûr une justice en termes de production de données, de pouvoir savoir ce à quoi on a exposé, de pouvoir savoir ce qu'on trouve dans les terres, ce qu'on trouve dans les eaux, ce qu'on trouve dans les aliments. Ça, c'est un droit en fait, qu'on exige et qu'on appelle. Et Juan et moi et bien d'autres, on essaie de participer à ça par des recherches, par des projets de recherche-action sur lesquels on cherche des sous, bien sûr, mais on travaille à ça. Et bien sûr, la question de la justice démocratique. De la justice environnementale, pardon. La démocratie environnementale, mais la justice environnementale. Peut-être vous avez entendu parler du cas de Kezia Nussier, qui est ce jeune tambouillé, donc ce joueur de tambour bélé en Martinique, qui a été massacré par des gendarmes à Fort-de-France. Pourquoi ? Parce qu'il militait contre le chlordécone et en fait il voulait protéger sa mère. Les gendarmes l'ont attrapé, ça a donné une marque de sang. Il y a des images sur YouTube, donc allez voir, mais âme sensible s'abstenir, avec des insultes raciales. Et je rappelle que sur le chlordécone, ça fait 50 ans que nous sommes exposés. Il n'y a pas eu une personne physique, une personne morale qui a été condamnée. Par contre, on poursuit Kezia Nussier pour ne pas avoir obéi aux policiers. Donc le jeune de 22 ans, 23 ans qui veut lutter pour sa terre, en fait, est condamné, mais les entreprises de bananes qui reçoivent 129 millions d'euros par an de subventions, elles sont pas inquiétées. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps sur l'affaire des pesticides, avec quelques conséquences. Si tu peux taper... il y a aussi le paraquat, c'était pour parler de ce cas de suicide en Guyane, avec un champ de canne à La Réunion. Et... voilà. Et le deuxième article que je vais un peu aborder, c'est l'entretien que j'ai pu mener avec Oscar Temaru et Motaï Bovarsen. Vous connaissez Oscar Temaru ? Oscar Temaru, en fait, c'est l'ancien président de la Polynésie. Comme je vous expliquais, Dromcom, c'est pas les mêmes statuts, et la Polynésie a un président, même si c'est pas le président de la France, mais voilà, il y a un président. Et Oscar Temaru, voilà, Motaï Bovarsen, c'est un député polynésien qui siège à la fois à l'Assemblée de Polynésie, mais aussi à l'Assemblée nationale à Paris. Et en fait, ils font partie d'un parti indépendantiste polynésien, et ils ont mené une lutte, en fait, double, justement, une lutte pour la souveraineté de la Polynésie et une lutte pour la reconnaissance du crime que ça a été d'imposer à un peuple, en fait, des essais nucléaires. Donc en 2018-2020, Oscar Temaru a commencé un début de dépôt de plainte à la Cour pénale internationale contre la France pour crime contre l'humanité.
du fait d'avoir utilisé les essais nucléaires. Et ce qui montre dans cet entretien, c'est que la lutte contre les effets des essais nucléaires est inséparable de la lutte pour la souveraineté. Comment il le rappelle? Un élément, c'est que en 69-70, le moment où la France installe le centre d'expérimentation nucléaire en Polynésie, elle retire la Polynésie de la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Vous savez, l'ONU, son ADN, c'est la décolonisation. C'est le fait que les peuples aient le droit de disposer d'eux-mêmes, de disposer de leur territoire, etc. Donc la France, de manière unilatérale, a pris et a retiré la Polynésie de la liste. Et dans cet entretien, Oscar Temaro, qui a été en douanier sur Mururoa. Mururoa, c'est l'atoll qui est en train de s'effondrer parce qu'il y a eu 193 essais nucléaires, dernier en 96. Des essais d'abord aériens, donc alors ça se déplace partout et ça arrive sur les autres atolls. Des essais souterrains qui, du coup, aussi sapent les fondations de l'atoll de Mururoa. Et ils ont dû... quand ils ont eu le pouvoir, entre guillemets, ils ont été présidents pendant quelques 2013, etc., ils ont réussi à réinscrire la Polynésie dans la liste des territoires à décoloniser. Et c'était une façon pour aussi pouvoir œuvrer à faire voir et à faire reconnaître au niveau international la lutte contre les effets du nucléaire. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est parce que marginalisation des Outre-mer, on y revient, parce que aussi à l'époque c'était Sarkozy qui était président, donc il ne voulait pas que ça se sache, ainsi de suite. Et dernier élément, après je m'arrête là, mais il y a aussi un enjeu. Mélissa tout à l'heure parlait du fait qu'il y a 97% des eaux marines qui sont qui sont dans les Outre-mer. Et ça fait que la France, aujourd'hui, elle est le deuxième pays au monde, derrière les États-Unis, en termes de surface marine. Si la Polynésie devient indépendante, c'est 5 millions de kilomètres carrés sur les 11 millions de kilomètres carrés de mer. Donc si la Polynésie devient indépendante, la France passe du 2e rang au 14e rang. Et bien sûr, c'est pas juste les eaux, c'est aussi ce qu'il y a dans le sous-sol. Si demain on veut exploiter le sous-sol marin, etc., etc. Donc il y a des enjeux extrêmement forts qui sont bien restitués en plus d'autres dans cet entretien. Donc parmi les articles qu'on propose, il y a un article de Clémence Léobald sur les politiques de logement en Guyane. Et elle travaille sur la bétonisation et elle montre comment est-ce que l'imposition historiquement du tout béton pour faire de l'habitat dit moderne, donc en Guyane, comment est-ce que ça continue aujourd'hui de bouleverser les modes de vie. C'est pas quand c'est une bêtise. Donc sa thèse c'est sur la Guyane, mais l'article c'est sur les DROM. Donc elle étudie les politiques de logement dans les DROM et elle parle notamment des politiques de destruction d'habitat qui sont liées à cette politique de bétonisation, donc les politiques de décasage, donc des habitats qui sont dits informels, mais pour reconstruire des habitats qui sont souvent peu adaptés au climat, etc. Et puis et aussi, elle parle donc du fait que ces constructions sont des constructions polluantes, problématiques, souvent, comme je disais, inadaptées donc aux tropiques. Et elle se pose la question du béton armé comme un des modes. Elle parle de modes constructifs qui prolongent l'habité colonial. Donc, comment est-ce que le béton va être utilisé pour donner chair en fait à une colonisation prolongée. Voilà, je sais pas si tu avais des choses à rajouter. Et puis vous trouverez aussi dans ce numéro, décidément il est vraiment super, plein de choses. un entretien, en tout cas un extrait de participation de Christophe Yanaouna-Pierre, qui est le représentant de la jeunesse autochtone de Guyane et qui a mené avec ce groupe une lutte assez forte contre ce fameux projet de la mine d'or. Il y a quelque chose dont j'aimerais que vous parliez, Mélissa et Malcolm. Dans ton article, Mélissa, tu parles des processus de défatalisation, parce qu'il y a des enjeux, la manière dont est construite les politiques, notamment pour mettre en place les incinérateurs, présente les problèmes comme quelque chose d'irréversible. Et toi, tu parles du processus de défatalisation.
Et Malcolm, dans ton bouquin L'écologie décoloniale, tu parles du navire monde comme une solution finalement que l'on peut, comme un monde souhaitable, si je peux dire comme ça. Et du coup, Mélissa, puis Malcolm, puis on passe aux questions du public. Oui, la notion de processus de défatalisation, elle n'est pas de moi, c'est d'un historien qui s'appelle Yann Barth, je crois, qui étudie le nucléaire, et en fait, il étudie comment est-ce que par des décisions, des politiques, etc., on va construire, enfin c'est la dépendance au chemin, en fait, on va construire une manière de faire de l'énergie, la consommation, etc., où au bout d'un moment, on va dire, mais regardez, c'est impossible de faire autrement. Et donc c'est lui qui parle aussi de processus de défatalisation, c'est-à-dire comment est-ce que, à chaque moment, est-ce qu'on peut garder un espace de choix ouvert, et comment est-ce qu'on peut garder la possibilité de revenir en arrière, et je mobilise cette notion dans mon article par rapport à l'incinération, en fait, parce que c'est une fois que le pas est franchi, c'est très compliqué. Voilà, c'est des machines qui ont faim. Enfin, on peut pas. Elles sont peu modulaires, donc il faut les nourrir. Enfin, comme en France, comme en Europe, c'est un vrai problème. C'est pour ça que l'Europe se targue d'importer les déchets du monde, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut nourrir la machine. Et donc l'idée, c'était idéalement dans la réflexion politique de maintenir voilà, un potentiel de choix, et que c'est une manière de faire de la politique et puis donc de se méfier en fait aussi de cet aspect rhétorique en fait de l'urgence, on n'a pas le choix, enfin qui a été très très mobilisé à La Réunion pour dire regardez, on n'a pas le choix, on est submergé par les déchets, on n'a pas d'autre choix que de passer par l'incinération, etc. Et de prendre 2 minutes pour voir la réalité et les choix les choix réels qui se présentent et qui ne sont pas du tout étudiés. Par exemple, réglementer l'importation. En tout cas, ce que je remarque dans ma recherche, c'est que le fait que ça soit peu un objet de contestation politique, etc., ça va beaucoup faire partie d'autres luttes politiques. Par exemple, l'incinération, ça a été un problème pour des questions de lutte entre élus, etc., mais c'était très peu pour la question des déchets eux-mêmes. Et je soupçonne que ça a aussi à voir avec le fait qu'on identifie l'écologie comme, entre guillemets, un truc de blanc, un truc, et que en fait, qu'il y a d'autres urgences, etc., et que il y a une responsabilité aussi de la manière dont on pense l'écologie aujourd'hui dans cette dépolitisation de la question, notamment des déchets, etc., qui a été récupérée par une certaine catégorie de la population à La Réunion. Donc je pense que ça participe de ça. Après, cette dépolitisation des déchets, c'est une réalité aussi en France, en Europe, et la seule manière dont on va en parler de manière politisée, souvent, c'est à travers la morale individuelle, de recycler bien vos déchets, et très peu à travers une analyse systémique du rôle des industries, etc. En ça, je pense que c'est assez similaire. La première chose à comprendre, c'est que quand on parle d'écologie, il y a aussi un imaginaire qui va porter les idées qu'on a sur l'écologie. Donc, dans l'imaginaire que j'ai rencontré en France hexagonale, c'est un imaginaire qui cache, qui masque en fait ces histoires coloniales, ces histoires esclavagistes, qui ont pourtant créé et fondé le pays que nous habitons aujourd'hui. Et d'ailleurs, je m'exprime en tant que descendant de certaines personnes qui ont été esclavisées, et j'habite un pays qui aujourd'hui n'a reconnu aucune justice pour l'esclavage de mes ancêtres. Alors que c'est à chaque fois que je prends la parole, moi je rends hommage à ces ancêtres, parce que c'est grâce à eux et leur résistance et l'amour qu'ils ont réussi à passer de génération en génération qu'aujourd'hui je peux vous parler avec enthousiasme, sans trop de rancœur. Parce que quand on y pense, c'est assez douloureux. Et l'idée, pour moi, donc il y a un imaginaire très dépoétisant en fait de l'écologie, notamment un imaginaire autour de l'Arche de Noé, où on va tous rentrer dans le même bateau. L'idée, c'est il faut juste rentrer. Et la tâche poétique serait d'embarquer. Et ce que je fais remarquer dans mon livre, c'est que embarquer est un processus de sélection qui consiste à dire, en fait, on va choisir qui va être sauvé et qui va être laissé à quai, qui ne va pas être sauvé. Et puis, si on se focalise uniquement sur le fait d'embarquer,
on occulte pour moi une question qui est centrale dans la manière dont on pense l'écologie, c'est la question du monde. C'est-à-dire la question de comment on va vivre ensemble, de comment on va habiter, comment on va être en relation avec les gens, que ces gens soient humains ou autres ou non humains, qui pour moi est une question qui doit être au cœur. Vous avez souvent même par exemple aujourd'hui, alors je suis désolé, pour moi, donc j'ai marché avec Fabien, donc moi je suis pour la marche du climat, mais la manière dont on va présenter les slogans, pour moi, sauver le climat n'est pas un slogan politique. Pas du tout, il n'y a aucun contenu politique. La question de la justice, pour moi, est au cœur et doit être portée. Donc voilà, pour moi, un navire-monde qui, donc, dans mon livre, par rapport à cet imaginaire de l'Arche de Noé, je propose l'imaginaire du navire négrier parce que c'est un imaginaire qui irrigue les sociétés dont celle dont je suis issu, la Martinique, d'une façon de montrer l'interdépendance des questions environnementales et des questions politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir à la planète uniquement et en mettant de côté les demandes d'égalité hommes-femmes, les demandes d'égalité post-coloniale, les questions de justice sociale, etc. Et en toute fin du livre, je propose cet imaginaire de navire-monde avec cette idée que, y compris tant au niveau décolonial qu'au niveau de l'écologie, l'objectif est de pouvoir faire monde et de donner un contenu, de donner des possibilités à ce monde, de donner ces possibilités à un monde où on peut se rencontrer. Mais seulement, cette rencontre, on a besoin de certaines conditions pour qu'elle puisse avoir lieu. Et je parle de conditions de justice, je parle de conditions d'égalité, je parle des conditions de dignité. Que dès lors que uniquement on prend en compte des objectifs très techniques, réduire le réchauffement à moins de 2 degrés, avoir limité à temps, avoir tant de pourcentage d'air, de territoire sous couvert de parcs régionaux, etc. Ce sont des outils techniques qui sont importants dans la mise en place de politiques publiques, mais ce ne sont pas des conceptions politiques de comment on habite ensemble. Et jamais perdre de vue cette question-là. Et donc pour moi, c'est pour ça que j'ai parlé de navire-monde. Je n'ai pas donné une peinture en disant voilà, c'est ça qu'il faut faire, mais j'ai surtout voulu rappeler et ramener au centre cette question du monde que biodiversité, pollution, climat doit toujours pour moi être... et pas uniquement dans les slogans, mais uniquement dans les manières de militer. Aujourd'hui, si on regarde la marche du climat, on aurait pu se dire, c'était bien, moi j'ai vu des personnes, notamment des personnes en situation de handicap manifester, c'était aussi fort, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des tout petits manifester, c'était beau, mais j'ai aussi vu des personnes qui n'étaient pas là. Et comment on fait pour que ces personnes qui ne sont pas là, notamment des personnes racisées, comment on fait pour... parce que ce constat, ça fait des années qu'on le fait en fait, hein, et pourtant on le recommence. Donc comment on fait concrètement pour changer la chose? Comment on fait pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse être habitué aux présences des uns et des autres? Le faire monde, ça commence là. C'est pas juste dans la tête, quoi. C'est une super transition avec la question que j'avais depuis le début, ce que vous venez de dire. Parce que moi, je me pose quand même une question sur la sensibilisation. J'ai l'impression que c'est un peu une hypothèse, une solution facile de comment réunir toutes les populations et comment faire que tout le monde puisse lutter pour un monde plus global en gros. Et la sensibilisation, c'est quelque chose qui apparaît, je trouve, comme une posture un peu néocoloniale. Et du coup, je me pose pas mal de questions parce que ça reste important. Mais comment faire pour que ce soit pas un groupe, une association qui a le savoir et qui va dans un quartier populaire, enfin c'est un cliché mais qui existe tout le temps, qui va dans une RJC, dans un centre social et parler d'écologie, etc. Enfin, comment faire pour que ce soit vraiment un échange et du coup les personnes qui sont sensibilisées ensuite puissent vraiment être au cœur de la lutte et pas juste au courant. Oui, moi je vais parler à partir de la Martinique. Donc, j'y suis allé récemment, là, en décembre-janvier, juste après les événements des barricades, et j'ai essayé de comprendre. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que s'il y a eu des barricades, c'est avant tout que les gens avaient besoin d'être entendus. Ils avaient le sentiment de ne pas être écoutés. Ils avaient besoin d'être reconnus.
Et je me pose la question justement, comment, quand on habite si loin des centres de décision, où on est dans une situation géographique, culturelle, très différente, eh bien comment on peut, je dirais, être satisfait, comment on peut subir des politiques adéquates. Et il n'y a pas que dans Martinique, il y a eu des émeutes, il y en a eu en même temps, bien sûr, en Guadeloupe, et dans le passé, on a eu à la Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie. Et moi, je pose la question justement que quand on est à distance comme ça, à mon avis, il ne peut pas y avoir de souveraineté. Je veux bien répondre sur la question de la sensibilisation. Moi, c'est une question qui m'intéresse depuis un moment. J'avais travaillé en Afrique du Sud avec des élèves qui habitaient près du parc Kruger. Je ne sais pas si vous êtes très familier. Donc, c'est un des grands parcs africains. Et je travaillais sur cette question de la sensibilisation parce que justement, les élèves, les parcs ont une grande politique d'aller dans les écoles pour sensibiliser les élèves. Pourquoi ? Parce que les jeunes, c'est des populations plus vulnérables pour pouvoir après avoir accès aux familles, etc. Donc l'idée derrière ça, c'est que le problème, ce sont les personnes racisées habitant autour du parc, qu'il faut les sensibiliser pour plus qu'il y ait de braconnage, etc. Donc ça formule déjà en fait la question de l'environnement. Et moi, je travaillais à l'époque sur la création du parc Kruger, qui est une création qui est liée à l'apartheid, qui a été faite au prix d'expulsion des populations locales, etc. Donc, j'ai essayé de remettre tout ça un peu en contexte. Et pour moi, la sensibilisation, ça c'est... Bon, déjà, il y a plein d'études en sociologie qui montrent que bien souvent, les manières dont c'est fait, même en contexte même sur la France métropolitaine, que souvent ça pêche, bref. Mais aussi, en fait, pour moi, dans des contextes d'injustice coloniale, il y a certains impensés dans les principes. En fait, déjà, ça veut dire que les personnes, souvent, on va dire que les personnes plus pauvres ou racisées n'ont pas de connaissances sur l'environnement. Ou alors les élèves que j'avais me disaient « Ah, mais c'est parce que les Noirs, on n'aime pas la nature ». Enfin, des choses très dures comme ça qui, en fait, ont été intégrées et que donc le rôle des gens, ça va être d'aller, d'apprendre, d'apporter la bonne parole. Donc, c'est le nouveau fardeau de l'homme blanc. Donc, moi, c'était un peu et je le retrouve dans mon travail sur les déchets où je suis allée beaucoup observer comment on appelle ça, les opérations de nettoyage des plages. Plage propre, là, ça. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Donc, où il y a une grosse portée de sensibilisation des populations locales, etc. La ligne de couleur dans ces opérations, elle est assez claire. Souvent, ça va être des nouveaux arrivants, etc., qui vont venir éduquer. Comme si le problème des déchets à La Réunion, c'était que les pauvres jettent leurs déchets. Et donc sans parler du fait qu'on n'a pas le choix en fait quand on achète et que c'est des opérations qui vont être financées par Leclerc, par Suez, par des grandes boîtes de bouteilles d'eau, avec les bouteilles d'eau qui sont amenées sur le site. C'est plein d'incohérences. Et donc moi je veux bien qu'on s'éduque, etc. sur l'environnement, mais ça passe par déjà la reconnaissance des personnes qui habitent le territoire, de leur connaissance, de leur amour pour leur territoire. Et ça passe par quelque chose qui se construit à plusieurs et pas une connaissance descendante. Et en fait, du coup, en l'état, moi, ça me produit une grande méfiance. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Oui, pour la tu veux rajouter, parce que la question que l'a posée monsieur, ça peut s'appliquer à La Réunion. Mais je confie. Par rapport à la question posée, et je l'ai vu, ce côté des associations qui dit ah oui maintenant il faut mettre écologie décoloniale, d'accord, on change d'habit et boum on va vous dire comment faire dans les quartiers populaires pour trier les déchets, etc. Et en fait c'est une distinction que je fais entre décolonisation de l'écologie et écologie décoloniale. Parce que quand on est uniquement dans la décolonisation de l'écologie, en fait on est dans une forme de réforme des institutions, des organisations, des modes de fonctionnement qui sont en place. Et on dit, bon là, il faut les changer, colorer un petit peu ici, voilà, on est bon. Moi, je pense que ça a une pertinence, ça c'est sûr, mais je pense que ça ne peut pas être ça, l'action... Pour moi, l'écologie décoloniale est le fait de rendre possible l'émergence d'autres discours, d'autres imaginaires, d'autres conceptions de l'écologie, d'autres conceptions de la Terre et du monde. Et donc, plutôt que de dire, bon, il faut aller éduquer,
rendre possible la possibilité à des associations de quartier d'elles-mêmes décider ce qui est écologique ou pas. C'est ce qu'ont fait le Front des maires à Bagnolet et Verdragon. C'est ce que nous, on essaie de faire à notre petite échelle avec la question des Outre-mer. Puis je vais dire, éduquer. Nous, on a un séminaire ouvert à tout le monde, gratuitement, chaque mois, organisé par l'Observatoire. Alors, souvent distanciel, parce qu'il y en a qui interviennent depuis la Guadeloupe, depuis la Réunion, depuis la Nouvelle-Calédonie, etc. Où justement, on participe à ce travail d'éducation, où on participe à ce travail de réflexion critique sur ces enjeux, en faisant intervenir des chercheurs, mais aussi des personnes qui ne sont pas du tout dans l'académie. On a eu même une réunion une fois où il y avait le QG, le dernier rond-point gilet jaune, le QG Zazalé de la Réunion qui était là. La semaine prochaine, on a une séance où il va y avoir un pharmacien qui utilise les plantes médicinales de la Martinique, qui va discuter avec une doctorante qui travaille sur l'artémisia à Madagascar. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on change la scène. On dit, il y a d'autres scènes où on peut parler de l'écologie. On n'est pas obligé uniquement d'avoir Greenpeace pour parler de l'écologie, etc., etc. Non, il y a d'autres. Et je pense que, après, on peut travailler et parler avec tout le monde, mais au moins de pas laisser tomber dans une récupération de l'écologie, y compris décolonisée, quoi. Et du coup, j'enchaîne sur la... Bon, merci monsieur, et merci madame pour la question. C'est une question fondamentale. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'une égalité est possible dans le cadre postcolonial républicain? Ça, c'est une question... Césaire y a cru avec d'autres en 1946 à travers la départementalisation. Après 70 ans, on se rend compte que ça ne marche pas parce qu'on est obligé de passer une loi qu'on appelle la loi d'égalité réelle, passée par Victor Lurel 2017-2016. Parce que oui, il faut savoir qu'il y a plein de choses. Je parlais des inégalités d'infrastructure, on parlait aussi du taux de sucre, par exemple. Un exemple, vous achetez un yaourt ici, vous achetez un Coca-Cola ici, le même yaourt, le même Coca-Cola, vous l'achetez en Martinique, il y a 50% de sucre en plus. Et c'est les territoires où il y a le plus d'obésité. Et ce sont les territoires où il y a le plus d'obésité. Deux fois plus d'obésité et hypertension. Après, on se demande, ah oui, mais pourquoi vous avez autant de mortalité en Martinique, en Guadeloupe et en Polynésie quand il y a le Covid? La sensibilisation. Il y a aussi tous ces facteurs, en plus de fait qu'on a des infrastructures de santé qui ne sont pas... voilà, bon. Mais à la question, effectivement, c'est une question, peut-être que c'est une limite, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, peut-être que c'est pas la voie à faire. Bon. Une chose est sûre, c'est qu'en l'état, le fonctionnement de l'État français aujourd'hui ne permet pas au moins de se rapprocher le plus de cette égalité. C'est-à-dire aujourd'hui on ne fait pas. Et l'exemple encore qui me vient en tête, c'est la nomination d'un ministre de l'Outre-mer, qu'on appelle Sébastien Lecornu, qui en fait n'a aucune affiliation, à ma connaissance, avec les Outre-mer. En fait, son affiliation, il l'a dit clairement, c'est avec l'armée. Non, c'est sa communauté. Donc quand il va en Martinique, en Guadeloupe, et que ça fait des années qu'on demande un nouveau CHU, mais qu'il y a quelques personnes qui font des barricades, et là on envoie le GIGN, et qui dit « Oh mon Dieu, le GIGN, ces forces militaires armées entraînées à faire ça, en fait, j'ai jamais vu à quel point elles sont oppressées ». En fait, il indique clairement avec qui il s'identifie. Donc je ne comprends pas un gouvernement qui dit... Et ça a toujours... Enfin voilà, il y a eu Lurel, il y a eu Paul Langevin. En fait, il y a une telle condescendance... où on prend ces habitants de haut, et en plus, ça nourrit une méfiance de l'État. L'État est du coup associé à l'étranger, qui recoupe une couleur de peau, alors qu'en fait toute société peut se doter d'un État si tel est son souhait, sauf que l'État est perçu comme étant de facto extérieur et de facto ne voulant pas avoir les intérêts des habitants. Donc ça pose un grand nombre de problèmes. Donc je ne vais pas pouvoir répondre à votre question en disant oui ou non. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a aujourd'hui, et c'est un peu ce qu'on fait, même si dans le cadre de la recherche notamment, mais pour l'instant, on se bat pour l'égalité. On se bat pour l'égalité, pour un ensemble de droits, pour changer et
essayer d'amener ces sociétés dans à un monde plus juste, à un monde plus écologiste. Si ça passera un jour par l'indépendance, ça passera par ça. Oui. Oui, c'est pas un combat aujourd'hui, mais... Votre exposé, il me fait... cet exposé des ravages environnementaux, sociaux, politiques dans les pays d'outre-mer, ça me fait irrésistiblement penser à ce qui se passe aussi dans les pays néocolonialisés, ou je ne sais pas comment on dit exactement, mais les mines d'or à Sadiola au Mali, les mines au Niger, l'exploitation sous férule française au Myanmar, etc. Il me semble que c'est les mêmes problèmes de souveraineté, même s'ils ne se posent pas évidemment formellement pareil. Et puis, c'est le même problème ici, qui nous concerne tous, une sorte de racisme qui fonctionne, qui est omniprésent et qui fonctionne par omission, par occultation, par silence, le fait de jamais présenter les problèmes, jamais poser, jamais leur donner leur importance et jamais même en parler, et qui est absolument, on le voit aussi lors de la campagne présidentielle là, c'est complètement absent ces questions-là. Et d'une certaine façon, la lutte, elle porte sur la question du racisme de façon générale, quoi. Voilà, enfin... Bon, en fait, c'est pas une question. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour les interventions. Moi, j'avais une question pour ouvrir sur autre chose qui n'a pas été abordée. Je me posais la question sur la place de l'écoféminisme. Je ne sais pas si c'est un mouvement qui est puissant en Outre-mer dans la lutte écologique. Je pensais à un autre contexte que je connais mieux, c'est l'Amérique latine, où pour le coup l'écoféminisme, donc ce mouvement qui rallie donc, la lutte pour l'écologisme et le féminisme est plus puissant. Et donc je me posais la question, voilà, si vous connaissiez un peu comment ça se passe à ce niveau-là. Je voulais juste savoir, même si j'aime pas faire ça, je ne vais pas demander aux personnes, donnez-nous des solutions faciles. Je veux savoir que la personne vit en Hexagone, même si je suis d'origine de la Réunion, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à part visibiliser les recherches universitaires, scientifiques et amplifier les voix des luttes locales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire du boycott, par exemple, des produits issus de ces territoires qu'on vend dans le supermarché? Qu'est-ce qu'on peut faire par là? Mais par rapport à l'écoféminisme, je sais que, moi je pense plus au territoire que je connais, donc c'est le territoire de la Réunion. Donc je ne sais pas si vous connaissez Françoise Vergès, qui est réunionnaise, qui est inscrite donc, dans une famille politique qui a eu le pouvoir longtemps à la Réunion, donc par le Parti communiste. Et qui fait partie d'un mouvement à La Réunion où les femmes avaient leur propre mouvement communiste, etc. Donc se sont organisées. Et après, je ne connais pas de fédération écoféministe des Outre-mer ou même à l'échelle de l'île, etc. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui s'en revendiquent, même si forcément c'est des choses qui parlent au regard des luttes, etc. Mais je sais que, notamment dans le traitement de la question démographique, pour moi Françoise Vergès, elle montre bien à quel point c'est une question écoféministe parce que donc dans le ventre des femmes, elle montre comment est-ce que pendant qu'en France les féministes se battaient pour le droit à l'avortement, etc., à La Réunion on stérilisait de force, on avortait de force des femmes parce que on considérait que l'île était surpeuplée et que c'était ça le problème de l'île, alors qu'on était quelques décennies après la départementalisation et que c'était pas à cause de la surpopulation que l'île avait des problèmes d'économie. Et donc elle montre ça et en tout cas je dirais pas qu'il faut qu'il y ait je pense que les luttes peut-être se structurent sans doute différemment, mais en tout cas que ça donne à penser. Ça donne des clés pour penser notamment cette question de la démographie épineuse aujourd'hui en point de vue qu'on retrouve dans l'Anthropocène. Est-ce que le problème c'est qu'on est trop sur la planète, etc. Et pour moi, ce qui s'est passé dans les Outre-mer et le rôle des femmes et le rôle des féministes dans leur lutte là-dessus, ça donne vraiment à penser qui fait ces politiques et dans l'intérêt de qui, et est-ce que c'est ces personnes-là qui sont opprimées qui sont le problème de la planète, etc. Donc en tout cas, il y a des choses qui sont produites. Après, moi en tout cas, je ne connais pas de mouvement écoféministe
sans doute récemment, enfin je sais que récemment il y a des choses qui s'organisent un petit peu, mais enfin, je ne sais pas si sur les autres territoires ça parle. Sur l'écoféminisme. Donc en ce moment je travaille depuis un petit moment sur le chlordécone aux Antilles, et il y a beaucoup des militants que je rencontre sont des femmes qui vont notamment militer sur le fait que les recherches en termes de santé publique qui sont faites sur les effets du chlordécone sont principalement tournées sur les enjeux pour les hommes, et qu'en fait, en ce qui concerne les maladies ou les pathologies, conséquences faites aux femmes, voilà, il y a des inégalités à ce point de vue-là. Elles ont mis en place des choses extraordinaires sur les moyens de se désintoxiquer par rapport au poison. Après, le terme même et la revendication même écoféministe, je ne l'ai pas encore rencontré en Martinique, Guadeloupe, apparemment non plus à la Réunion, mais aussi, voilà. Par contre, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes de féminisme tout court dans Martinique, Guadeloupe, ça c'est sûr, je ne parle pas pour le reste. Je crois que de ce que je sais, notamment il y a une chercheuse qui travaille sur l'afroféminisme qui s'appelle Sylviane Marché, qui est martiniquaise, qui a aussi écrit un bouquin L'autre citoyen, mais qui disait qu'en fait le mouvement MeToo en Martinique a été très peu suivi. Voilà. Bon, ça c'est. Voilà. Je crois qu'il faut dire les choses aussi. Qu'on est dans des sociétés extrêmement patriarcales, avec des inégalités hommes-femmes assez fortes, avec une violence faite aux femmes auxquelles les hommes, donc je parle en tant qu'hommes, sont insensibilisés dans notre manière de socialiser enfin voilà, donc là-dessus je crois qu'il y a. Par contre, il y a encore de l'extérieur. Moi, de l'extérieur, je n'ai pas encore vu véritablement, mais ça c'est voilà, le constat, et c'est pas une recherche, mais une place faite à une forme d'écoféminisme décolonial en France hexagonale. Voilà, pour l'instant, j'ai pas vu ça. Bon. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui se pose aussi ici en termes de ce qu'on représente comme étant écoféministe, contrairement à ce qui se passe effectivement en Amérique du Sud, etc. Et peut-être par rapport à la question des solutions, c'est une question qu'on me pose beaucoup, notamment par rapport aux déchets, parce que là je suis beaucoup critique, sinon le problème c'est pas... Enfin, c'est les entreprises, etc. Et souvent les gens disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est aussi quelque chose auquel on est beaucoup sociabilisé et éduqué, c'est-à-dire qu'on est beaucoup ramené à notre rôle individuel en tant que comment est-ce qu'on peut faire une différence, etc. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre vie quotidienne pour être engagé, pour montrer le rôle des lobbies, des entreprises, etc. Mais il y a aussi, pour moi, en tout cas dans mon travail de thèse, il y a eu aussi un travail de prise de conscience un peu de descendre un peu la pression sur le... il y a beaucoup de choses qu'on reproduit en termes de racisme, etc., et d'oppression dans notre vie quotidienne, mais par exemple, le problème plastique, c'est pas nous en tant qu'individus qui allons le résoudre, et il y a des forces, des lobbies très puissants qui sont là pour faire en sorte que... Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience à partager, effectivement, sur la réalité des causes en jeu. Après, je pense, j'ai rien à répondre, sinon que sans doute ce que vous faites déjà, de continuer à partager et à peut-être juste plus participer à des mensonges de l'écologie, de moraliser les gens, notamment des quartiers populaires, s'ils ne recyclent pas leurs déchets comme si c'était... Enfin voilà, un peu des... Mais bon, ça ne va pas changer le génétique, quoi. Pardon. Je sais que David va avoir des choses à dire là-dessus, peut-être. Mais bon, en tout cas, juste sur ce point... et pour aussi... Alors, je vais d'abord rebondir sur la remarque d'Yves tout à l'heure, et faire peut-être une distinction entre le colonialisme et la colonialité. Et ce qu'on appelle colonialisme l'acte de colonisation en tant que tel, on pense souvent à un acte très juridico-politique
un pays qui va coloniser un autre et qui prend possession de ce territoire, qui domine, et on imagine que la décolonisation ou l'indépendance, dans le cas où ça se passe comme ça, est la fin de ce processus. Alors la colonialité met l'accent plutôt sur les formes de relations et les formes de pouvoir, les formes de savoir qui sont imposées à travers la colonisation, mais qui perdurent au-delà de l'indépendance, au-delà des départementalisations, etc. Ce qui fait que même quand on est souverain, en fait, on se retrouve encore dans des rapports coloniaux avec les anciens colonisateurs, la France-Afrique notamment, le rapport entre Belgique et Congo, enfin voilà, donc, je regarde David parce qu'il va en dire bien plus que moi. Mais effectivement, je crois que moi, par exemple, j'ai pas vu de slogan antiraciste à la manifestation aujourd'hui. C'est pas voilà. Bon, alors que je sais qu'il y a des communautés, notamment des communautés ultramarines, enfin martiniquaises, guadeloupéennes, qui habitent à Grenoble. Je trouve que là, il y a des choses qui pourraient être voilà. Par exemple, voilà, le fait qu'on arrive à dissocier, le fait que je ne puisse pas savoir si Europe Écologie Les Verts est antiraciste. C'est un spectre. Non, je sais pas. Mais c'est écoféministe aussi. Bon, voilà. Bon, ça, en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on doit faire. C'est réformer nos manières de faire du collectif et de l'écologie et enfin, ce que tu disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui ne sont pas présentes se sentent le droit, la légitimité d'être là, comment est-ce qu'on fait pour que les espaces soient inclusifs, comment est-ce qu'on fait pour plus que nos manières de faire de l'écologie soient racistes, enfin, et ça passe par... ça prend du temps, mais... je sais que par rapport aux déchets, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'étais beaucoup critique des clean-up, etc. Et en même temps... forcément, après, on me dit, comment est-ce qu'il faut faire ? Et c'est des choses à inventer. Et en même temps, il y a quelque chose de très enthousiasmant, je pense à ça. Comment est-ce qu'on fait de l'écologie de manière à... Mais ça demande complètement une refocaliser et ça, c'est quelque chose qui peut se faire que dans le collectif, donc individuellement, mais pour le collectif. Je complète et après je passe la parole à David. Je crois que s'organiser ici est important. Et savoir que, notamment si par exemple on a aussi, mais pas que, aussi les territoires d'outre-mer en tête, le fait que le pouvoir soit ici, c'est-à-dire qu'il faut aussi agir ici. Il faut aussi agir ici en solidarité avec ce qui se passe là-bas. Sachant que ce qui se passe là-bas, les personnes sur place n'ont peut-être pas les mêmes possibilités ou capacités d'agir, d'action, ou en tout cas qu'on peut avoir ici, dans le sens où certains endroits, je prends un exemple, le chlordécone a été aussi utilisé au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Mais militer au Cameroun n'a pas les mêmes conséquences que militer en Martinique, en Guadeloupe, tout simplement. Pourtant, il y a des solidarités qui peuvent être faites. Et donc, le boycott, quand il est... ça a été un élément fondamental dans la lutte des droits civiques aux États-Unis. Rosa Parks, ça a été un boycott des bus soutenu avec toute Martin Luther King et compagnie, ça a marché. Et peut-être que dans des cas, ce sont des solutions qui sont totalement envisageables. Si on pense par exemple à la banane, je ne suis pas en train de dire qu'il faut boycotter la banane, mais je dis que ce n'est pas dans l'impossibilité des actions à penser. Mais cette nécessité de... Et vous pouvez rejoindre des organisations qui vont faire pression. Là, on est dans une année électorale. Malheureusement, même si c'est un système qui a tous ses défauts, c'est un système dans lequel nous sommes. Donc, c'est-à-dire que si on peut faire pression aussi par les élections, on fait pression, on vote. Parce qu'après, on se retrouve avec des ministres, etc., nommés, et on n'est pas content. Donc voilà, en fait, on peut agir. On peut aussi s'engager près de chez soi. On peut créer des cellules, créer une cellule d'écologie de votre quartier. Rejoignez l'Observatoire Terre-Monde si ça vous intéresse. Enfin voilà, on est ouvert. Mais je crois que plus que là, en sortant du contexte franco-français, il y a aussi ou même franco-français et ultramarins, il y a aussi des solidarités à mener avec les autres territoires dont nous profitons, entre guillemets, des ressources, y compris dans les outre-mer. Et c'est là, je pense que David va nous dire d'autres choses. Merci Malcolm. Je vais contenter de ma place d'animateur. L'extraction du coltan, du cobalt au Congo, c'est 6 millions de morts. Ils se sont arrêtés de compter en 2014, parce que je ne sais pas pourquoi, alors qu'il reste encore plus de 100 groupes armés en RDC. Et puis, vous avez sûrement déjà entendu par la voix du docteur Mukwege qui parle des femmes. On va utiliser, pour la question tout à l'heure, le corps de femmes
comme un champ de bataille dans lequel en fait on va l'utiliser comme une arme de guerre, de destruction massive, parce qu'il y a tout ce rapport lié à si tu as accès à ce qui. Enfin, c'est une représentation sociale un peu différente, mais c'est là où ça se passe, et surtout parce que les balles ça coûte moins cher. Et donc, ces questions-là, si tout à l'heure quelqu'un utilisait le mot de centre de décision, si les centres de décision, là où les décisions sont prises, ou là où ces multinationales-là ont des sièges sociaux, ne sont pas connus, il y a un problème dans le sens où le smartphone, tu vas pouvoir continuer à l'utiliser, tu ne vas pas le boycotter parce que tu n'es pas au courant. Donc il y a un rôle important des gens qui s'inscrivent dans le double espace. C'est comme ça que nous, on les appelle pour montrer ces deux enjeux-là, cette double présence. Et de pouvoir publiciser ce problème et de créer, je ne sais pas moi, de force de proposition en solidarité, comme tu l'as dit, avec les luttes locales. Nous, ce qu'on va faire très concrètement, c'est d'abord une espèce de... désolé, le mot il est un peu bizarre, mais on va l'utiliser juste pour la compréhension des sensibilisations, c'est-à-dire venir parler de ces questions-là, mais également essayer de construire de manière collective, parce qu'effectivement, individuellement, on se trompe, on ne peut pas porter ces enjeux-là de manière individuelle, c'est pas possible, mais construire un collectif, ou alors, baiser, et comme tu l'as dit, j'aime beaucoup le dire, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui refusent de voter, je comprends. Je connais que le système démocratique français est loin d'être parfait, mais je vous assure que le bulletin de vote que vous pouvez déposer n'a pas la même signification qu'en RDC quand on dépose, parce que vous avez plus ou moins des instruments de contrôle là-dessus. Plus ou moins. Nous, le plus ou moins, il n'y est pas. Voilà. Je m'arrête là, mais... Et juste, ce qui m'intéresse aussi, et notamment avec ton association, c'est de pouvoir créer des solidarités sud-sud. C'est ça. C'est-à-dire pas uniquement solidarité entre, par exemple, RDC Paris, RDC Lyon, mais aussi RDC Martinique, RDC Réunion, RDC Polynésie, parce que là-bas aussi on consomme en fait le coltan, on consomme et en fait c'est une façon de nous sensibiliser aussi et de voir comment on peut sortir de ce schéma colonial où on doit uniquement parler avec l'ancien colon et pas en fait avec les autres personnes qui ont été colonisées. Exactement, c'est un exemple génial. À Lyon, on travaille beaucoup avec justement des associations, ils n'aiment pas trop ce mot, mais je vais l'utiliser pour la compréhension d'ultramarins, et dans lequel on va échanger sur les similitudes qu'on peut avoir sur certains territoires, notamment les Calédoniens, les Kanaks, qui vont travailler sur les questions du bauxite en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, en fait, il y a des... je ne dis pas que la solution elle va être immédiate, c'est aussi un problème de notre monde actuel de ne pas considérer les temps longs de la lutte, parce qu'on est habitué au fast-food, tout simplement. Mais peut-être que considérer les temps longs, d'abord en nous informant, en construisant des instruments qui nous permettent de pouvoir échanger, de pouvoir construire véritablement des luttes, pour pouvoir essayer de changer les choses à partir d'ici, mais également là-bas aussi. Parce qu'il faut que ça soit en résonance tout le temps, sinon l'irréversibilité dont on parle ici, je vous assure, on ne le voit pas comme on peut le voir à Uvira, où il y a une régularité des inondations qui détruisent maisons, champs et vies humaines, etc. Donc cette irréversibilité-là, tu la vois là-bas et ça permet de nourrir la lutte ici. Moi, je voulais poser une question sur l'articulation entre écologie politique, alimentation dans les îles, autonomie alimentaire forcément, et même régime alimentaire, parce que
et des spécificités qui sont liées, qui ont été développées historiquement, qui ont été transformées dans les années 70 par ces groupes. Dans le cadre un peu du parc national en Guyane ou bien de parcs régionaux, etc., il y avait quelle était un peu l'histoire de ces espaces-là? Est-ce qu'il y avait des mobilisations locales ou est-ce que c'était là encore une vision coloniale qui s'appliquait dans la construction de ces espaces protégés? C'était une remarque par rapport à ce que vous disiez sur l'Arche de Noé et le fait qu'en réalité rien n'est acquis et évident et que cette hiérarchisation en fait empêche qu'on soit tous dans le même bateau quand il s'agit de sauver sa vie. Et avec ce qui se passe en Ukraine, on a un exemple concret d'actualité parce qu'on a vu comment les Africains, qu'ils soient du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, sont empêchés en fait de sauver, de quitter le pays pour sauver leur vie et leur famille. Et là, on a vraiment un exemple criant et dramatique de cette hiérarchisation et de ce racisme qui se révèle avec d'autant plus de force qu'on est en crise et que ça coûte encore plus cher de sauver sa vie. Là, je voulais faire ce lien, ce parallèle. Je voulais aussi ajouter qu'il y a un an ou deux, je ne sais plus, peut-être qu'on pourra le dire, à Grenoble, on avait un ciel tout jaune un samedi matin et qu'en fait, c'était ce sable qui venait du Sahara et on a su qu'en fait, il était chargé de ces particules liées aux essais nucléaires en Algérie sous De Gaulle. Et ça, c'est vraiment, alors au-delà de l'aspect poétique, parce que c'était un ciel qui était très beau, et bien derrière ça, il y a quelque chose d'éminemment politique et qui vient nous rappeler à quel point la colonisation, on sait, c'est le massacre des populations, mais c'est aussi le massacre de la terre, des écosystèmes, et c'est aussi une manière de faire ce lien et de voir à quel point il est nécessaire de bien avoir en tête et d'agir en conséquence que, effectivement, cette colonisation et cette colonialité, comme vous dites, n'en finit pas d'agir et de détruire. Et je voulais enfin faire une remarque sur votre livre, Une écologie décoloniale. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Et du coup, ça me fait plaisir de le dire. Je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, mais je l'apporterai demain pour une dédicace. Parce qu'il permet vraiment... Alors, il y avait les luttes en Amérique latine notamment, mais là, du coup, c'était un moment où on conceptualise et ce lien entre les deux, entre la nécessité de ne pas compartimenter les luttes anticoloniales, décoloniales, etc., et les luttes écologiques. Il y a cette conceptualisation qui est très belle. Votre livre m'a rappelé quand j'ai fini Beloved de Toni Morrison, et rappeler que les damnés de la Terre, on peut être fiers d'être de ce côté-là, et ça aussi, ça contribue à renouveler les imaginaires, et que cette histoire de l'esclavagisme, de la colonisation, moi je suis d'origine algérienne, et on peut être fier d'être de ce côté-là et d'être les solutions en vérité pour demain, pour faire monde, parce qu'on ne peut pas laisser à celles et ceux qui ont détruit le monde on ne peut pas imaginer qu'eux seuls pourront le sauver. C'est tous les discours actuels politiques. Justement, vous les avez bien dénoncés ce soir, cette manière condescendante de faire la leçon aux pays du Sud, aux quartiers populaires, aux territoires ultramarins, mais en réalité, la solution, elle viendra de ceux qui ont expérimenté la destruction, au prix de leur vie, sur des générations. Merci. Par rapport à la question sur l'autonomie alimentaire, en tout cas par rapport à La Réunion, qui est le cas que je connais le mieux, je sais que c'est une question vraiment fondamentale et ça a été très important. Il y a eu un grand mouvement Gilets jaunes à La Réunion qui a vraiment paralysé l'île pendant 3 mois et où c'était vraiment fondamental et je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, donc le mouvement Gilets jaunes s'est un peu estompé, mais dans les groupes qui sont nés, ça reste vraiment le cœur. Et ça mêle beaucoup de choses parce que il y a la question et dans mon travail sur les déchets, j'essaie vraiment de relier ça parce que c'est vraiment une boucle en fait, le fait que
À La Réunion, 69% des terres arables, elles sont utilisées pour la canne à sucre, qui est même pas rentable, enfin comme toute l'agriculture en France, donc elle est ultra subventionnée. Et donc c'est très très compliqué par rapport à l'histoire coloniale, à l'histoire des grandes familles, d'avoir accès à la terre. Donc c'est très compliqué. Donc avant, dans les années 60-70, tout le monde avait son petit jardin avec la bétonisation, etc. Très peu de personnes y ont accès. Donc c'est extrêmement politique. Et c'est aussi, ça a été une manière de construire la dépendance accrue à la France, en fait, parce que dès qu'il y a un peu des revendications, c'est quelque chose qu'on nous met un peu sous le nez de « Ah mais oui, mais sans les subventions européennes et de la France, vous ne pourriez pas vous nourrir, etc. » Et à chaque crise, je pense aussi aux Antilles, dès qu'il y a un problème... une crise politique qui va faire qu'il va y avoir un problème de circulation mondiale des marchandises, il va y avoir une flambée des prix énorme et les prix sont déjà... le problème de la vie chère, c'est un grand problème dans les Outre-mer parce qu'en plus, il y a la question de l'eau froide mer, des lobbies qui se font des sous en plus là-dessus et de relations à la terre aussi. Donc je pense que c'est une question vraiment fondamentale et qui, pour moi, est très liée à la production. C'est vraiment une boucle oppressive, c'est-à-dire on prive l'accès à la terre, on fait de la canne en disant c'est ça notre modèle économique, on n'a pas le choix, on pollue la terre sur des années. En fait, maintenant, si aujourd'hui on voulait prendre les terres et faire à manger, sur 30 ans c'est compliqué. Et d'un autre côté, on inonde de biens de consommation, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de ce qu'on peut acheter, etc. Et que les grandes, c'est pas anodin que les grandes familles qui ont la propriété des cannes, elles se sont reconverties dans le lobby de l'importation donc voilà, et ça produit des déchets et donc pour moi faire de l'écologie décoloniale, c'est prendre ça en compte en fait, c'est de pas penser que le problème commence à il faut mieux les recycler mais de prendre à la base et pour moi je pense que c'est une question vraiment fondamentale et je sais pas si tu voulais rebondir là-dessus. Je voulais pas compléter sur je peux revenir dessus, mais tu ne veux pas compléter sur la Nouvelle-Calédonie. Et sur la question d'indépendance, pour la Nouvelle-Calédonie, en fait, le référendum, ça a été la condition de la paix pendant ce qu'ils ont appelé les événements je ne me rappelle plus de la date exacte. C'est 88, non 88. Ouais. Donc ça a été en fait une condition et qui a été très bien étudiée pour que ça... dans les faits... Le découpage administratif de l'île a été fait pour que... c'est évident, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, qu'ils n'auront pas l'indépendance. Parce qu'en fait, les provinces... c'est une histoire démographique, le découpage en provinces fait qu'il y a 80% de la population kanak se situe en province nord. En province sud, donc la province où il y a le siège un peu politique, il y a plutôt des caldoches. Et donc il y a les provinces de loyauté. Et le jeu, c'est un peu un jeu de dupes. Donc ça a été permis, mais un peu avec ce côté un peu hypocrite et puis le fait que les Kanaks aient du mal à avoir accès au droit de voter, etc. au niveau de pouvoir se... Et pourquoi ça a été permis là et pas ailleurs? Il y a aussi des questions de bon, je ne connais pas évidemment tous les autres territoires, mais je sais que par exemple à La Réunion, c'est des histoires très différentes. À La Réunion, par exemple, il n'y avait pas de population autochtone avant la colonisation. Et la colonisation a eu lieu un siècle avant la Nouvelle-Calédonie, donc c'est des liens avec la France qui sont plus anciens. Et donc je sais qu'aujourd'hui, par exemple, les partis indépendantistes à La Réunion, ils sont très minoritaires. Après, il y a eu cette question de l'autonomie avec les communistes, etc. Mais donc chaque territoire a eu son histoire coloniale différente. Et je pense que j'ai l'impression, sans vouloir dire de bêtises, que là où la revendication indépendantiste, elle existe le plus, c'est sans doute là où il y a eu les peuples autochtones et aussi, où il y a eu des histoires en fait militantes différentes et des choix politiques différents. Je sais que pendant la départementalisation, La Réunion, elle a fait le choix de demander l'autonomie plutôt que l'indépendance en se disant par rapport au jeu géopolitique, on aura... Et une fois que cette bille elle était avancée, après coup c'était plus compliqué de... Donc voilà, ça a été des choix et je pense que c'est aussi lié à l'histoire différente de chaque territoire. Du coup, je vais rebondir sur pas toutes les questions, mais il y avait la question de l'autonomie de l'alimentation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces territoires sont
structurellement en situation de non-souveraineté politique, mais de non-souveraineté alimentaire et de non-souveraineté énergétique. Et en fait, en gros, on peut pas s'alimenter à la fois ce qu'on mange et on ne peut pas faire fonctionner nos institutions, nos hôpitaux, nos voitures par nous-mêmes, quoi. Et si on se dit même pourquoi c'est le cas aujourd'hui, une des pistes d'analyse que je propose, c'est celle de l'habité colonial. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait que certains de ces territoires, y compris la Martinique et la Guadeloupe que je connais, mais j'imagine que ça peut s'appliquer aussi à d'autres territoires, ont été travaillés, pensés, transformés dans un but bien précis, qui est celui d'exploiter le plus rapidement possible des richesses minières et végétales, afin de pouvoir en profiter et les vendre à l'extérieur. En l'occurrence, c'était au Havre, c'est le principe de l'exclusive du XVIIe siècle. Et c'est-à-dire qu'à aucun moment, ces territoires ont été pensés comme pouvant se soutenir par eux-mêmes, en pouvant, voilà. Donc aujourd'hui, en Martinique, en Guadeloupe, on importe nos légumes, nos ignames, nos patates douces, etc. Ce que Mélissa a rappelé sur la canne à sucre, c'est la même chose sur la banane. La banane, la culture qui a pollué nos terres pour des dizaines, peut-être des centaines d'années, en fait, sur ces terres-là, on ne peut pas planter les légumineuses, ceux qui constituent pourtant nos plats traditionnels en fait, qu'on adore chez nous. Et puis pareil, on est dépendant en termes d'énergie fossile à des taux dépassant les 80%, sauf en Guyane où il y a des barrages. Et cet habité colonial, il a perduré par-delà la départementalisation. Et c'est pour ça que parfois il y a une lecture très techniciste de problèmes écologiques. C'est la molécule qu'il faut retirer. Bon, faut un peu faire une transition ici pour le renouvelable. Mais en fait, c'est cet habité qu'il faut déconstruire. C'est vraiment changer fondamentalement les manières dont on habite ensemble. On n'arrive pas à nourrir les cantines, les écoles, les lycées, les universités. Ce qu'on donne à manger aux gens ne vient pas de leur terre. C'est-à-dire même institutionnellement, au conseil régional, en fait, Martinique, etc., en fait, donc on n'arrive pas à se nourrir. Donc ça, c'est extrêmement grave. Il faut changer ça, évidemment. Sur la Guyane sur les parcs régionaux, je sais qu'il y a beaucoup de tensions, et je ne les connais pas bien précisément, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais notre collègue Clémence Léobal, qui a travaillé là-dessus, pourra vous dire beaucoup plus, et si vous voulez la contacter, on vous transmet les contacts. Mais dès lors que le parc est pensé uniquement comme un espace où on met sous scellé des écosystèmes, qui du coup vient d'être protégé par des associations sans prendre en compte les usages qu'ont fait les populations et les peuples autochtones avant, on a un problème. Là, on est d'accord. Sur l'indépendance, et pourquoi ça n'a pas encore eu lieu, ou pourquoi ça n'a pas... ça a pu se faire, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, en tout cas un processus, d'ailleurs, j'ai dit que la forêt, parce qu'en fait, le parti indépendantiste demandait la possibilité, de décaler le référendum qui a eu lieu, c'était le 12 décembre 2021, le troisième référendum, et demandait la possibilité de décaler le troisième référendum. Pourquoi ? Parce que c'était la pandémie Covid, ce qui fait qu'ils n'avaient pas la possibilité de se retrouver collectivement à plusieurs et de faire une véritable campagne. 2, parce que par rapport au nombre de morts qu'ils ont eu, ils demandaient la possibilité d'honorer leurs morts. Et là, on a un gouvernement qui dit « niet, on s'en moque ». On veut faire passer, parce qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent, on veut faire passer le référendum, et au final, on a un référendum qui a eu un taux d'abstention record, et qui finalement n'aboutit pas à un processus qui était, comme l'a rappelé Mélissa, un processus de paix à la base. C'est qu'il y avait... donc, je ne comprends pas. Mais le mot de l'histoire, c'est que pour les autres territoires, on nous fait croire, et c'est ça le pire, c'est qu'on nous fait croire que le monde tel qu'il est, la manière dont on habite les îles telles qu'elles sont, c'est la seule façon de faire. Et donc c'est difficile d'imaginer les autres, mais c'est possible. On peut très bien imaginer, ce n'est pas ce que je prêche, mais c'est possible. Ça passe par des luttes, là il n'y a pas de secret. Ça passe par des luttes, ça passe par aussi une forme de décolonisation de la production, de la production de savoir aussi,
dans ces territoires-là. Moi, je pense que ces territoires sont des espaces où la colonialité est paradoxalement la plus forte. Là, c'est un de mes... bref. Et pour terminer, alors merci sur le commentaire de l'écologie décoloniale, mais et d'ailleurs, l'entretien qu'on fait avec Oscar Tebarro et Motaï Broverson, à la fin, on a mis aussi un ensemble de références pour aller plus loin. Et il y a un documentaire de Larbi Benchia, qui est un réalisateur algérien, qui a fait un documentaire sur les essais nucléaires à Mururoa, mais aussi dans le sud d'Algérie. Et donc je pense que ça peut vraiment vous intéresser, parce que voilà, on apprend, en fait, je ne connaissais pas cette histoire du sable jaune. Et d'ailleurs, aux Antilles, on a aussi une forme de pollution par rapport au sable du Sahara. C'est un lien à faire. Et aussi les sargasses. D'ailleurs, on a un article sur les sargasses aussi, sur les algues. Enfin, on a plein de choses sur le réchauffement climatique aussi. Mais deux choses. L'écologie décoloniale, ce n'est pas un type d'écologie. Hein, c'est une lecture du monde. Donc l'écologie décoloniale n'est pas juste quelque chose qu'on applique en fait à un certain discours écologiste qu'on veut changer. Non, c'est une façon de lire, aussi une façon de comprendre certains enjeux du monde, y compris ce qui se passe avec l'Ukraine et les réfugiés. Et on voit très bien comment on a dit, en fait, ah oui, ces réfugiés-là, ils ont la même civilisation que nous, donc on peut les accepter. Par contre, et puis ouais, eux, ils ont connu la guerre, vous savez, c'est pas comme en Irak, c'est pas comme en Syrie, c'est pas comme au Mali, ailleurs. Donc on voit très bien que la colonialité qui va séparer les uns, reconnaître la dignité, l'humanité des uns et par rapport aux autres, en fait, elle est encore là. Et pour finir, je suis complètement d'accord avec vous quand vous dites que la solution viendra des damnés de la Terre. De toute façon, reprenant ce titre de Fanon qu'on affectionne évidemment très beaucoup. Mais je dirais encore plus, non seulement les solutions viendront des damnés de la Terre, mais les problématisations viendront des damnés de la Terre aussi. C'est-à-dire la capacité de dire ce qui fait problème exactement, en fait, il faut le prendre aussi depuis les damnés de la Terre. Parce que souvent, on va demander au peuple promis, au peuple autochtone, de résoudre un problème, mais qui a été problématisé par le Nord. Ça a été le cas des feux. Ah oui, vous savez, les aborigènes, en fait, ils ont des petits feux, et ça résout le truc. Mais c'est quoi leur vie, c'est quoi leur nom, c'est quoi leur condition sociale, c'est quoi leur histoire, c'est quoi leur désir, c'est quoi leur position. Pareil pour les peuples en Amazonie, pour les peuples communautés marronnes et indigènes. Et je crois que là-dessus, je suis complètement d'accord de redonner, en fait, de retrouver, de rendre possible l'émergence de voix, une pluralité de voix des damnés de la Terre. Pour moi, ça recoupe, ce que tu dis, ça recoupe aussi la question des parcs, où on va demander, où cette notion d'autochtonie qui a été créée par l'ONU, etc., où on va demander aux populations indigènes, natives, de se faire les défenseurs de tel ou tel parc protégé, etc., alors même que ce parc est issu d'histoires d'expulsion, de violence et puis de transformation de ces populations en personnes censées prendre soin des touristes et de leur donner de l'exotisme, etc. Et on n'a pas encore trop travaillé là-dessus au sein de l'Observatoire. On a une chercheuse qui travaille sur le parc national de la Réunion, qui partageait un peu, donc qui travaille surtout sur l'eau, mais et une thèse, un peu des travaux là-dessus sur notamment ça a été aussi une réalité dans les DOM, les politiques d'expulsion, pour faire que le parc représente plus ce mythe de la nature vierge. Je sais pas si peut-être que vous avez vu passer le livre de l'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc qui est vraiment très bien sur cette question, donc qui est juste sur les parcs africains, mais je pense dans l'avenir c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on explore à l'Observatoire, parce que c'est typiquement un exemple d'écologie coloniale, historiquement et encore aujourd'hui avec des dynamiques très problématiques, et et quand on va parler de sensibilisation ou de demander aux gens les solutions, etc., alors que le problème n'a pas été formulé par les personnes concernées, on est encore dedans, et pour moi, les parcs, c'est vraiment une manière de penser à ça. Et la chercheuse auquel tu fais référence, c'est Emmanuelle Surmont. Non, Maëlle. Ah, Maëlle, d'accord. Maëlle Nico. Bon, okay. On a aussi Emmanuelle Surmont qui travaille sur les aires protégées. Sur les aires marines protégées qui intervient dans notre séminaire. Je vais dire un mot juste pour les indépendances, que du coup j'ai l'expérience des Mayotte. Moi j'ai plus ou moins grandi à Mayotte, plus ou moins parce que j'ai vécu ailleurs. Et en fait, les exemples qu'on donne pour mater les luttes ou les envies d'indépendance, c'est les exemples des anciennes colonies acquises en
mis à terre en disant attention, si vous faites ça, vous allez être comme les Comoriens à côté ou comme Haïti, etc., avec les migrants haïtiens qui vont aller en Guadeloupe, en Guyane, etc. Donc cette question-là, elle se pose, mais on a construit, je sais pas comment dire, une espèce d'impossibilité de penser cette question en se basant sur les faillites des anciens pays colonisés qui ont prétendument eu leur indépendance. Voilà pourquoi c'est quand même ça reste un peu compliqué. Et inversement, de mon expérience de La Réunion, c'est vraiment la pièce inverse, parce que quand on regarde un peu l'histoire de La Réunion et de la départementalisation, ça a été vraiment... En fait, ils ont choisi le département où il y avait peut-être le moins de tension par rapport à la question de l'indépendance, etc. Enfin, parce que justement, absence de population indigène et aussi histoire plus ancienne. Et donc, ça a été affiché, c'est vraiment dans les discours, notamment du député Michel Debré, etc., de dire... On va vous montrer que la départementalisation, c'est un projet à succès. Vous allez voir, tout le monde va vouloir... L'enjeu, c'était vraiment d'en faire la colonisation réussie. Et donc, énorme injection de sous pour mettre en place un modèle de développement, de dépendance. Et pour moi, c'est vraiment la même pièce, de dire regardez ce qui va se passer si jamais vous avez indépendance, et inversement, de regarder tous les privilèges qu'on peut avoir quand on joue bien le jeu et qu'on veut s'intégrer à la nation française, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est super, qui est vraiment une clé pour comprendre pourquoi est-ce que la Réunion s'est développée comme elle s'est développée dans les années 70-80, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'argent dans ce département-là et pas dans d'autres, et pourquoi ce type de développement. Et ça a tout à voir avec la situation par rapport aux autres colonies, etc., par rapport à la défaite, par rapport à la guerre en Algérie, etc. Il y a vraiment tout ce contexte-là de montrer le bon exemple, le mauvais exemple, et c'est pas anodin dans les relations que les départements, que les territoires ont avec la France aujourd'hui. Peut-être encore quelques faits importants. La France a été condamnée par l'ONU pour la départementalisation de Mayotte. Par rapport à un référendum qui était fait au départ pour 4 îles, la France a pris unilatéralement la décision de l'opérer pour une île. Et ce que vient de décrire David et Mélissa, c'est pas juste un choix juridico-politique, c'est qu'en fait ça se compte après en nombre de morts qui sont noyés pour essayer de passer entre les Comores et Mayotte. Avec le fameux passeport Balladur qui soudainement établit une frontière, on parlait au départ de cette frontière, qui dit voilà, vous êtes Comorien, donc vous n'avez pas droit à ça, à Mayotte, etc. Et en fait, ce sont des dizaines de milliers. Donc du coup, quand on a un président qui arrive, qui dit ah oui, des quoi ça, il ne pêche pas de poissons, mais il ramène des Comoriens, en fait, je crois qu'il ne réalise pas le poids de ces morts, en fait, qui sont causées par ces choix. Et puis, faut le rappeler, j'ai dit que une partie de mes ancêtres ont été réduits en esclavage, et que je suis dans un pays qui ne reconnaît pas une justice pour ces ancêtres-là. Ça a à voir avec Haïti. Une des raisons pour lesquelles Haïti est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, ce pays, c'est aussi par rapport à la dette que la France a imposée à Haïti pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir rembourser les frais que la France a dû donner aux anciens colons esclavagistes. Parce que, comme vous savez, l'abolition de l'esclavage, il n'y a pas eu de réparation pour les esclavisés, il y a eu des réparations pour les maîtres qui ont perdu leurs biens. Du coup, la France a racheté les esclaves, entre guillemets, aux maîtres, et pour payer, a demandé à Haïti en fait, de payer une sorte de dette que Haïti a fini de rembourser entre les années 60 et 70, si je me semble bien. En fait, je voulais savoir à quel point il y a des modèles d'alternatives au développement, des développements alternatifs qui viennent des Outre-mer, et notamment des modèles qui seraient teintés de technocritique, voire d'écologie anti-industrielle, justement en réaction à cette idéologie-là. Oui, il y a des manières de vivre alternatives. Après, la question pour moi, c'est à quel point est-ce que politiquement c'est permis d'être érigé en modèle. Enfin, je veux dire, le fait qu'à La Réunion, ça ait tapé très très fort sur les gilets jaunes, sur la question de l'autonomie alimentaire, etc., c'est pas un hasard. Enfin,
une fois que ça s'érige en modèle, c'est très compliqué parce que le rapport de force est tel que, en fait, et puis ces modèles de vie, on parle d'alternatives, mais en fait c'est des choses qui existaient déjà avant, d'avoir son jardin, l'autonomie alimentaire, etc. C'est des choses qui n'avaient pas ce terme-là, et juste dans les années 80, on est venu et on a dit aux gens, mais non, comme en France hexagonale, ce qui est bien, c'est donc en fait, moi, si je peux retourner un peu la question, c'est aussi que souvent, c'est aussi quelque chose qu'on demande des territoires, etc. Genre, quelles sont les alternatives, mais est-ce que la question, ce serait pas plutôt dans les lieux de pouvoir, comment est-ce que on peut impulser des dynamiques moins oppressives, et je veux dire, oui, il y a des alternatives, il y a des gens qui se battent, etc., mais c'est aussi la conclusion dans l'invention du colonialisme vert. Le problème, c'est aussi le désastre environnemental de notre vie quotidienne en tant que pays pollueur dans l'Occident, etc. Et donc, voilà, je ne sais pas trop comment répondre, mais oui, il y a des alternatives. Et aussi, est-ce qu'il ne faut pas regarder ailleurs, je veux dire, chez nous, je sais pas comment dire. Je crois que merci pour la question. Il y a un ensemble de pratiques, par exemple en antique, quand on parle du modèle, même qui est étudié en termes au niveau de la science écologique du jardin créole, où contrairement à la plantation, qui est une sorte de monoculture destinée à l'exportation, on a une cohabitation de plantes légumineuses, de plantes pour se soigner, d'arbres fruitiers, de cochons, de poules, etc. Et qui est un modèle en fait qu'on hérite en tout cas notamment des esclaves fugitifs, qui après ont créé une petite paysannerie dans les morts de Martinique, etc. Mais structurellement, on nous a... c'est pas ce qui a été... Voilà, l'habité coloniale, c'est que ça se fait en dehors, mais la manière dont toutes les terres sont principalement utilisées, c'est pour l'exportation. Et puis, il y a aussi quelque chose au niveau des savoirs, la circulation des savoirs, la production des savoirs. On a un entretien dans notre numéro qui a été réalisé par Tristan, qui est ici présent, avec Franck Cézilly, quelqu'un qui est peut-être vous pouvez aller voir Tristan, il va vous en dire un peu plus, mais qui part en fait du fait qu'on va valoriser certains savoirs par rapport à d'autres. Et qu'il y a un ensemble de savoirs vernaculaires, plébéiens, qui sont pas toujours regardés de manière valorisée, de manière importante, mais qui sont pourtant partie intégrante de ce dont on a besoin pour proposer autre chose. Mais même, voilà. Et que là, on a, qu'est-ce qu'on appelle développement, qu'est-ce qu'on appelle modèle, ça se discute, mais quand je dis qu'aujourd'hui, telles que les choses sont là, on n'arrive pas à manger. Alors oui, on arrive à manger des pâtes, mais aujourd'hui, on n'arrive pas, en fait, à... C'est-à-dire que vous êtes un parent, vous envoyez votre enfant à l'école, en fait, ce qu'il mange, à Rivière-Plotte, dans le sud de la Martinique, en fait, ça vient de l'autre côté de la planète. Et à côté, vous avez des terres juste à côté de chez vous, que vous pourriez utiliser pour planter des ignames, des patates douces, etc. En fait, non, ça c'est de la banane, qui, elle, va partir de l'autre côté, arriver ici. Donc en fait, on est dans quelque chose qui est assez délirant. Voilà. Merci Malcolm et merci à vous. Et merci à toi, et merci à Peps, merci à Fabien.